Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est dans la rubrique de l'actualité internationale avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Le 13 février, c'est toujours la journée internationale de la radio. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, on va dire? La radio, question bateau, hein, Jean. Oui, écoute, la radio... Ça, c'est les questions quand on n'a pas l'inspiration. On te pose ça, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la radio? Non, c'est un formidable outil d'expression, c'est un formidable outil de communication. Ça fait plus d'un siècle que la radio existe aujourd'hui. Malgré la création de nouvelles formes de communication, l'arrivée de la télévision, l'arrivée de l'Internet, la radio reste et demeure. Il y a d'autres moyens de communication qui ont disparu. Hein, tu sais, quand on a inventé le téléphone, ça tue le télégraphe. Oui. D'accord? Et donc, ça, c'est un cycle naturel. C'est-à-dire que des inventions... Internet a niqué la vie du fax. Voilà, exactement. Internet est venu tuer le fax. Les mails sont venus tuer le fax. Or, la radio, en dépit de toutes les innovations, au contraire, elle sait s'adapter. D'accord? On se rend compte qu'aujourd'hui, en dépit, comme je l'ai dit, de l'invention de la télévision, qui a été une forme révolutionnaire en termes de communication, associer l'image au son, aujourd'hui, on a l'Internet. Et maintenant, on continue à avoir de la radio parce que la radio a toujours su s'adapter à l'arrivée de ces nouvelles technologies de la communication. Donc, avec la télévision, qu'est-ce qu'ont fait les radios? Les radios ont juste fait un contenu un peu différent. Ils ont mis l'accent beaucoup plus sur des informations en termes de divertissement, beaucoup de musique, beaucoup aussi en termes de talk show. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est vraiment des pays de talk show. Dans les radios, vous n'écoutez que deux choses. Soit des interviews en direct avec des personnalités qui viennent de tous les horizons possibles. Et puis, dans le divertissement, vous avez effectivement la musique. Et donc, aujourd'hui, c'est encore un peu la même chose, puisque maintenant, la radio, avec l'Internet, on fait un peu les trois en même temps. Oui. On a la radio, on a la télévision, on a tout ça sur l'Internet. Selon l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération les frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Tu penses que la liberté d'expression est garantie? Ça dépend ces des derniers pays. temps, ça dépend avec tout ce qu'on voit dès que tu veux t'exprimer, même sur les plateformes digitales, la liberté d'expression n'est même plus garantie. Non. En réalité, et on le voit très bien depuis le 24 février 2022, où dans la plupart des plateformes, et c'est là où on se rend compte que véritablement on était en quelque sorte, c'est ce qui explique la puissance occidentale, c'est-à-dire qu'ils avaient verrouillé à la fois les mécanismes financiers. Vous prenez le fonds monétaire, vous prenez les systèmes de paiement et tout ça là. Ce sont eux qui organisaient ça. La monnaie, qui était la monnaie de domination, enfin la monnaie prédominante dans les échanges, ce sont des monnaies occidentales, le dollar, l'euro, etc. Et puis on se rend compte qu'en matière de communication, les plateformes de communication, que ce soit la télé, les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes de radio, les grandes agences de presse, j'en avais parlé ici, c'était des agences occidentales. Et après maintenant, avec le discours du 24, avec les événements du 24 février 2022, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, on s'est vite rendu compte que des sons discordants qui était en réalité la preuve de la vivacité de la démocratie à travers la liberté d'expression. Parce qu'on nous a toujours dit, quand je dis on, c'est les Occidentaux, qui estiment que leurs valeurs sont universelles, alors que personne, on n'a pas fait un vote pour dire que voici les droits de l'homme qui sont des droits universels. Non, ce sont eux qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se sont assis, ils ont dit, bon, voici les droits que nous considérons comme étant universels. Et c'est la raison pour laquelle ils sont même allés avoir des tribunaux avec des prérogatives universelles, c'est-à-dire qu'ils se sont octroyés le droit de pouvoir poursuivre les gens dans leur pays pour des choses qui se sont passées dans leur pays. Donc, et après, on se rend compte que le fait qu'il y ait des voix qui soient dissonantes, qui ne soient pas en accord, ou qui soient en accord, qui ne partagent pas, qui ne soient pas celles de la doxa, ces voix-là sont rapidement éteintes. On l'a vu, les gouvernements en Europe ont fait la pression.
sur des plateformes comme comme Meta et autres pour évidemment mettre la pression pour que un certain type de message puisse passer. Ceux qui sortaient en dehors de ce canal-là ont été mis sous la pression, ont été carrément éjectés. Le cas le plus emblématique, c'est Donald Trump. Donald Trump qui utilisait Twitter comme étant son réseau social favori, durant la campagne, on a essayé de mettre la pression sur Twitter pour que Donald Trump, pour fermer le compte. C'est après avoir perdu l'élection, une fois que Joe Biden est arrivé au pouvoir, comme par hasard, on a fermé son réseau social. Alors, venant de la part d'un pays qui s'est toujours vanté comme étant celui qui défendait le mieux les libertés individuelles et surtout la liberté d'expression, parce qu'il faut savoir que dans la Constitution américaine, le premier amendement garantit la liberté d'expression. Ça implique quoi, la liberté d'expression? De dire ce que je pense? La liberté, oui, de dire ce que je pense si je n'aime pas le dongo-dongo, sans aucune crainte, d'aucune forme de représailles. Mais ce n'est pas possible, Jean-Paul. L'expression crée une réaction chez l'autre. Voilà, mais maintenant, dans la démocratie, c'est le fait maintenant de... Et tu ne sais pas comment l'autre va réagir. Mais justement, c'est là où maintenant, l'autre principe qui est celui de la tolérance entre en jeu. C'est-à-dire que le fait que la tolérance s'installe à travers le dialogue. Il faut que des partis qui n'ont pas la même opinion puissent dialoguer. Et forcément, avec le dialogue, on finit par trouver des points communs. Ça, c'est des concepts. Est-ce que tu considères qu'on peut tout dire? Est-ce que la liberté d'expression est totale? Non, je pense qu'on ne peut pas tout dire. Pourquoi on ne dit pas que la liberté d'expression est limitée? Ou bien pourquoi on fait un simulacre autour de la liberté d'expression alors qu'on le sait qu'elle dérange? Dire que la liberté d'expression est limitée, c'est comme mettre une espèce de contradiction à l'intérieur de cette phrase elle-même. Quand on parle de liberté, on conçoit qu'il n'y a plus de limite. Même si on dit que ma liberté s'arrête là où la tienne commence. Mais il n'y a pas de ligne visible ou perceptible en termes de là où la liberté s'arrête. Et même le dire en termes de sens, ça n'a pas véritablement son sens. Parce que quand on dit liberté, on conçoit qu'il n'y ait pas de limite. Voilà. D'accord ? Quand on parle du concept de liberté, on conçoit derrière qu'il n'y ait pas de limite. Et donc, maintenant, on vit dans un monde extrêmement compliqué, extrêmement complexe, avec des sensibilités qui sont tellement diverses. Mais je suis contre le fait que on veuille museler les gens. J'avais lu quelque part... Mais c'est la tendance actuelle. Oui, il y avait un penseur russe du siècle dernier qui disait que le problème avec, la tolérance, c'est qu'on risque pas avec la tolérance. C'est-à-dire qu'il disait qu'on va entrer dans un monde où on va museler la liberté d'expression pour faire plaisir aux minorités, au point où même ce fait-là va museler les gens intelligents. Et donc, on va devenir de plus en plus abrutis, en fait. En gros, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'au nom de la protection des minorités, quelle que soit la minorité, au nom de la protection des gens qui ont une sensibilité, d'accord ? Ça va faire que les gens intelligents, on va demander aux gens intelligents d'arrêter de parler, justement pour ne pas choquer ces minorités-là. Et après, par conséquent, on va devenir, nous tous, de plus en plus abrutis. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On n'a plus le droit de critiquer les minorités. Enfin, leurs minorités, parce qu'il y a certaines minorités dans les années 60-70, les Noirs, les Arabes et autres, et même jusqu'à présent, dans ces pays-là, on peut continuer à les critiquer. Je parle principalement de l'Europe. On peut les critiquer de manière allègre, on peut dire tout ce qu'on veut sur eux, mais sans que ça ne choque, sans que ça ne suscite de réaction. Mais dès lors que vous vous attaquez aux Juifs, vous vous attaquez aux homosexuels, vous vous attaquez à tout ce qui est conception de genre LGBT, les trans, et tout ça, alors là, il y a un véritable déferlement qui s'abat sur vous. On vous traite d'antisémite, on vous traite de raciste, d'homophobe et tout ça là. Et donc, toutes ces expressions, en réalité, ont pour objectif de vous empêcher de vous exprimer. Et donc, au nom de la soi-disant protection des minorités, on vous empêche à vous de vous exprimer. D'accord ? Et donc, de ce point de vue-là, si vous êtes intelligent, on vous demande de ne plus utiliser ou de faire abstraction de votre intelligence. Maintenant, est-ce pour autant que l'on doit permettre de dire tout ce qu'on veut ? Je ne pense pas. Parce que qu'est-ce que tu entends par tout ce qu'on veut ? L'expression est libre. C'est qu'on est censé s'exprimer dans Non, on doit s'exprimer en fonction du niveau de son auditoire. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que quand vous êtes entre gens très, très,
très savants. Je ne dirais pas Donc, tu veux dire que ceux qui ne sont pas savants ou bien qui n'ont pas les gros diplômes non, non. Si vous n'avez pas le même niveau d'intelligence, je ne parle pas de niveau intellectuel, ça n'a rien à voir. Parce que quelqu'un qui est intelligent, quel que soit le problème intellectuel que tu peux poser, il peut le saisir. Il peut peut-être pas le comprendre dans son entièreté, mais dans sa globalité, il peut le saisir. Donc moi, je suis beaucoup plus pour qu'on se base sur l'intelligence, pas l'intellect. Parce que quelqu'un d'intellectuel, il a juste la capacité d'avoir emmagasiné un énorme savoir et de pouvoir vous le restituer comme il a reçu. Pour moi, ce n'est pas très intéressant. Moi, je m'intéresse plutôt à l'intelligence. Et donc, de ce point de vue-là, quand vous êtes, disons, au même niveau d'intelligence, vous pouvez, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté ou d'amalgame ou de quiproquo dans les échanges en termes d'idées. Et donc là, si vous n'êtes pas d'accord, de manière tout à fait en personne de même niveau d'intelligence, vous êtes capable de parvenir à un point commun ou un point divergent. Bref, vous pourrez échanger, d'accord ? Or, quand vous n'êtes pas du même niveau d'intelligence, vous n'allez pas avoir le même niveau de perception du problème. Et c'est là où ça cause un problème. Parce que des amalgames vont s'installer, des quiproquos vont s'installer, des mauvaises interprétations vont s'installer. Et donc ça, en général, ça a des conséquences terribles, d'accord ? Pourquoi les hommes des médias sont visés dans la liberté d'expression, alors qu'ils ne retransmettent que ce qu'ils voient? Parce que ce sont aux hommes de médias qu'incombe le rôle de faire vivre cette liberté d'expression-là. La liberté d'expression se ressent dans un pays à travers les hommes de médias. D'accord ? Dans la capacité tant que les médias ont la capacité de dire un certain nombre de choses. Mais les médias ne disent pas un certain nombre de choses. Ils retransmettent ce qu'ils ont vu. Non, ils retransmettent ce qu'ils veulent qu'ils transmettent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire que les médias... Non, mais là, tu es dans un système muselé. Oui, tous les systèmes sont muselés. Même aux États-Unis aujourd'hui, on le sait. C'est-à-dire que même le pays qui, par excellence, était celui de la liberté d'expression, on le sait aujourd'hui que la liberté d'expression n'est plus garantie. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une immixtion du monde des hommes, des milliardaires, dans le monde de la presse. Ils ont, à tour de bras, racheté les radios, les journaux papier, les chaînes de télévision. Et donc, après, il y a eu une très forte connivence entre ces hommes d'affaires-là, qui sont propriétaires de ces chaînes des moyens de communication, et le politique. Et donc, dès lors que la connivence s'installe, les deux vont s'entendre à ce que ce soit un même type de message qui soit véhiculé. En réalité, c'est le message que le puissant, celui qui a l'argent, veut que l'on diffuse. Même des magazines comme le Times, le New York Times, aujourd'hui, on le sait, ils sont aux ordres de la maison Post, ils sont aux ordres de la Maison Blanche. Par Jeff Bezos. Exactement. Donc, derrière, il n'y a plus de garantie que ce que ces journaux-là disent sont crédibles, d'accord, que c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle nous, par exemple, qui faisons un travail d'analyse, moi, par exemple, je m'intéresse à la géopolitique, je suis obligé d'avoir un très large spectre de sources d'informations pour pouvoir garantir de la crédibilité d'une information. C'est-à-dire que, et même quand je dis un large spectre, il faut vraiment l'élargir au maximum. Ouais. C'est-à-dire que si je ne prends par exemple que des journaux américains, pour moi, ce n'est pas suffisant. Si je prends que des journaux américains et européens, ce n'est pas suffisant. Il faut par exemple prendre des journaux américains, européens, ajouter chinois, ajouter russe. Est-ce que tu vois un peu ? Et ça complique un peu mon travail parce que je ne parle pas toutes ces langues-là. On est obligé de passer par d'autres canaux pour pouvoir avoir les informations que l'on recherche et puis avoir la garantie que effectivement ce qu'on dit là-bas, ce que j'ai lu de l'autre côté, s'ils le reprennent ici, puisqu'il n'y a aucune connivence possible entre ces deux sources-là, donc je considère que ça, c'est plus ou moins crédible. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que c'est crédible. Donc c'est ce travail-là que j'essaie de mener. Mais quelle est maintenant l'attitude que les hommes des médias doivent avoir aujourd'hui quand ils sortent des écoles de formation, puisque tous les médias sont sous la main des hommes puissants. Et aujourd'hui... C'est aux États. Comme on doit revenir comme à l'époque des lois antitrust aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on crée des lois antitrust, c'est-à-dire qu'on met un terme à ces rapports incestueux entre hommes d'affaires
et hommes de médias. Je ne dis pas que les médias ne doivent pas gagner de l'argent, parce que ce sont des entreprises aussi, elles doivent faire du bénéfice. Mais avoir cette connivence entre des hommes d'affaires qui ont des conglomérats à l'intérieur desquels il y a des groupements d'intérêts qui normalement ne devraient pas être ensemble. D'accord ? Moi, je parle d'un grand groupe français, par exemple, qui est tenu par un homme il était dans la gestion des ports en Afrique. Après, il a créé un grand groupe de médias. Et donc, tu vois que cet individu-là, en l'occurrence, il a dans sa holding, dans son conglomérat d'entreprises, des entreprises qui, en réalité, ne devraient pas être ensemble. Parce qu'à travers ces entreprises de communication, il manipule l'information pour que les autres entreprises dans lesquelles il essaie d'obtenir des marchés dans la gestion des ports puissent avoir ces marchés-là et gagner de l'argent ensuite. Est-ce que tu vois ? Oui, donc, vois. il y a une manipulation de l'information à des fins purement égoïstes, à des fins purement personnelles. Et cet individu, il s'est grandement enrichi comme ça, même si maintenant il s'est débarrassé des ports, mais il continue avec un peu la même pratique, puisque dans son groupe, on continue de mettre d'autres entreprises dedans. Donc c'est un peu, et il n'est pas le seul malheureusement dans son pays d'origine, il y a d'autres milliardaires qui le font. On dit que dans ce pays-là, par exemple, 90% des médias sont aux mains de 10 individus. Oui, 10. Tous 10, c'est même trop. 4 ou 5. Voilà, tous des milliardaires. Donc ça, normalement, l'État devrait empêcher ça. L'État devrait prendre des lois pour protéger les médias. Mais donc, à t'entendre parler, les médias ne sont plus crédibles. Donc, nous, Yoban FM. Non, maintenant, il y a des médias. Non, Dieu, grâce à Dieu. Le foufou manioc. Non, grâce à Dieu. Et c'est là où j'invite, moi, les auditeurs, à aller beaucoup sur Internet. Parce que sur Internet, il y a plein de ce qu'on appelle des médias alternatifs. Il y a plein de gens qui sont des journalistes, qui sont des journalistes d'investigation, des journalistes économiques, et qui ont le même sentiment que toi et moi, c'est-à-dire à savoir qu'ils ont travaillé dans des grands groupes, et puis ils se rendent compte que les conditions de travail, en fait, l'image qu'on donne là-bas n'est pas la vérité. Et donc, ils veulent revenir aux fondamentaux, ils veulent revenir aux valeurs de base de ce qu'est le journalisme, ou de ce que devrait être du journalisme, et donc, ils travaillent à travers leurs médias alternatifs là, et ils arrivent donc à vous apporter une information qui soit différente, avec des arguments différents et avec des éléments d'investigation tels que nous on les conçoit et on les reconnaît aujourd'hui. Mais ils sont directement censurés. Regarde l'histoire de Tyler Carlson Tucker. Carlson Tucker. Mais aujourd'hui, Carlson Tucker, il est carrément censuré. Oui, on l'a viré de la Fox, mais aujourd'hui, tu vois, ce qui est bien, c'est que, bon, ça dépend des environnements. Aux États-Unis, aujourd'hui, il est difficile de museler quelqu'un, surtout quand tu as soit si tu as de l'argent, comme Donald Trump, il crée son réseau social, Truth Social, et vous avez Tucker. Tu as dit de museler quelqu'un, tu ne connais pas Snowden? Non, Snowden, c'est différent. Snowden, c'est différent dans la mesure Assange. Julian Assange. Dans la mesure où ce sont les États maintenant qui se retournent contre ces gens-là. Mais ça, c'est dangereux si les États se retournent contre les gens. C'est très dangereux. Ils doivent normalement s'exprimer. Mais c'est pour ça que moi, je n'ai pas d'admiration pour Barack Obama. Je parle à titre personnel. On vous vend que Barack Obama, c'est un grand homme. Oui, la seule chose qu'il ait faite pour moi, à mes yeux, c'est d'être le premier président noir à entrer à la Maison-Blanche. Mais en tant que président, il a été l'un des pires présidents en termes politiques du 21e siècle. D'accord ? C'est quelqu'un qui est venu nous vendre du vent et il n'a absolument rien fait de ce qu'il a promis, non seulement aux Américains, parce qu'il avait fait des promesses au monde entier en tant que première puissance américaine. Et donc, il a même fait plus de mal aux minorités afro-américaines que d'autres présidents. Moi, je pense même que George W. Bush a plus apporté à la communauté afro-américaine que Barack Obama. Ça, c'est mon point de vue et j'ai des arguments pour le mettre. Bref, c'est un autre débat. Donc, quand on a des États qui se retournent contre vous, surtout des États puissants comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ils sont devenus un État satellite des États-Unis. C'est le cas, malheureusement, de Snowden, de Julian Assange. Mais pour d'autres comme Tucker Carlson, qui avait déjà une notoriété nationale, aux États-Unis, même internationale, lui, il peut rebondir facilement. Aujourd'hui, avec l'Internet, les États-Unis n'ont plus le monopole de l'Internet. Si on te coupe là-bas, tu peux te connecter ailleurs et tu diffuses. Aujourd'hui, des caméras, le matériel, tout ça, ça coûte plus cher. Et donc, tu peux exister. La même chose pour Donald Trump. Lui, il est milliardaire. Il dit, bon, comme vous m'éjectez de Twitter, moi-même, je crée mon propre réseau social. Et il a créé Truth Social. Donc,
Maintenant, ils communiquent. C'est-à-dire que ces deux peuvent continuer à communiquer. Ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Par exemple, si nous, au Gabon, ici, si on te coupe de l'Internet, il serait difficile de pouvoir te connecter ailleurs. D'accord? Et donc, de ce point de vue, tout dépend de l'environnement. Il y a des environnements où un individu, en fonction de sa notoriété ou en fonction de son pouvoir financier, a la capacité de véritablement rebondir. Et ce n'est pas le cas aussi pour tout le monde, parce que dans d'autres environnements, comme le cas par exemple chez nous, où, écoute, même si tu as de l'argent, si on te coupe l'Internet, on coupe l'arrivée, tu vas faire comment? À la rigueur, tu sors du pays, d'accord? Et même si tu sors du pays, on peut s'arranger à ce que le signal n'arrive jamais au Gabon, ce que tu diras là-bas ou ce que tu feras ne soit pas visible. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que la communication, et puis d'abord, nous on l'a compris un peu en retard, mais celui qui avait compris la puissance de la communication, c'est Hitler. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1936, il a Goebbels, qui est son ministre de la propagande. C'est Goebbels qui va lui expliquer le pouvoir des médias. Et Goebbels, quand vous voyez la manière dont on fait de la communication de masse aujourd'hui, ce sont des techniques qui viennent de l'Allemagne nazie. Il faut le savoir. Ce sont des techniques qui viennent de l'Allemagne nazie. Comment on lave le cerveau à des masses, comment on peut vous faire admettre des choses, même si vous n'y croyez pas, la manière de... Donc, toutes ces techniques-là, malheureusement, ont été reprises des décennies et continuent d'être appliquées aujourd'hui pour faire passer une certaine vérité que l'on veut vous faire croire comme étant la vérité. Voilà. Merci Jean-Paul avec nous. Je rappelle on est dans le sujet de la journée mondiale de la radio. René Rude va nous donner les différents thèmes à aborder et le programme de la journée. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.